Tout le monde en parle, tout le monde emploie le mot, mais est-ce vraiment à bon escient? La démocratie. Son image, son spectre, son ersatz planent au-dessus de toute discussion, à la moindre action. Mais qui est-elle? Pour certains, elle est athénienne, pour d'autres, républicaine. Et alors? Aujourd'hui, pour parler d'elle, nous recevons deux universitaires. D'une part, Julien Guigou, étudiant en deuxième année de master de droit à l'université d'Aix. Passionné par les questions tenant au régime politique, il axe ses recherches sur les institutions et les habitus démocratiques au Moyen-Âge, dans le but de démontrer que royauté et démocratie sont loin d'être antagonistes et voués à se prêter un mutuel appui. D'autre part, Jean-Baptiste Tchiki-Budgeya est doctorant en histoire moderne. Lui rédige actuellement sa thèse sur les antipolitiques d'Aix et leur réseau d'affiliation entre 1790 et 1795. Le sous-titre de cette thèse d'ailleurs renvoie directement au débat du jour, à savoir une illustration de l'exercice démocratique pendant la Révolution française. Il est par ailleurs co-directeur de rédaction du média en ligne Les Cordeliers et co-animateur de la chaîne YouTube Roma Inuta. Tous deux ont accepté ce débat car le sujet abordé est d'une pertinence absolue aujourd'hui. Traiter de la démocratie en royauté et en république de manière objective, c'est le faire en s'éloignant de conversations totalement idéologisées, complètement stériles, et c'est se concentrer sur une analyse scientifique, historique, politique et même philosophique des formes de gouvernement tout en évoquant leurs particularités et leurs convergences. Tous deux ont le goût du débat et aiment la confrontation intellectuelle. Ils ont à cœur de parler d'un sujet qui intéresse particulièrement les Français. Je note qu'un débat contradictoire sera très intéressant pour les spectateurs, la disputation démocratique étant au cœur de la démocratie. Ainsi, nos invités parleront de la démocratie française, en suivant une approche comparative des libertés locales au sein des systèmes monarchiques et républicains, en évoquant d'une part les systèmes, d'autre part la citoyenneté et enfin la souveraineté. Nous leur laissons tout de suite la parole. Bonjour Julien. Bonjour Jean-Baptiste. Alors je souhaiterais commencer en disant que je suis ravi que nous puissions avoir cet échange. De même. Écoute, si la réciproque est vraie, c'est formidable. Je pense qu'il est important, dans le cadre effectivement de la démocratie, que l'on prenne le temps d'échanger et de confronter. Et je pense effectivement que nous vivons dans une époque où la confrontation des idées de manière courtoise, même vive, se fait trop rare. Donc je suis vraiment ravi que nous puissions confronter nos principes et nos perceptions autour de ces éléments-là. Sur la question de la démocratie, justement, de mon point de vue, la démocratie, c'est ce qui, par essence, clive, au moins dans un premier temps. Alors, avant de pouvoir se rassembler, il faut pouvoir cliver, exposer des projets, des perspectives, une vision. Et c'est à partir de ce clivage que le citoyen éclairé va pouvoir librement et de manière éclairée assumer son choix et ses décisions. Ça introduit les idées aussi de souveraineté et de citoyenneté. Ou dans le sens inverse, si nous respectons la manière dont nous avons envisagé les choses. Et moi, la façon dont je conçois la démocratie, c'est dans un cadre républicain, dans une forme de gouvernement qui soit républicaine, en sachant que je ne limite pas la République à une forme juridique qui serait vague et qui serait déracinée. Et je pense que pour que mon propos soit clair, il faudrait déjà que je définisse ce qu'est la République avant de définir ce qu'est la démocratie. La République, si on prend les sens étymologiques, la res publica, c'est la chose publique. Et donc, c'est par définition ce qui concerne l'intérêt commun, le bien commun, le bien collectif. Donc, par définition, c'est à l'opposé de la res privata, la chose privée. Et deux, et c'est peut-être là que nous pourrons nous croiser, c'est qu'au sens strict du terme, la République n'est pas forcément un régime sans roi. Et si on se place du point de vue de l'ancien régime, et qu'on regarde des juristes comme Jean Bodin, qui définit quelque part l'absolutisme en France, écrit les 6 livres de la République. Tout à fait. Et donc, il l'entend, je pense, effectivement, comme ce qui concerne l'intérêt de l'État et la chose publique. Par rapport à notre sujet, très directement, la République n'est pas nécessairement démocratique. Ce n'est pas toujours une forme démocratique. Si on remonte aux racines de la République, alors sans forcément remonter jusqu'à Athènes, qui a été abordé
en introduction, dans la Rome antique, la République n'est pas une démocratie. C'est une oligarchie et c'est un régime censitaire. Si on prend les républiques italiennes de la Renaissance, comme Florence, sous les Médicis par exemple, je pense qu'on s'accordera pour dire que ce n'est pas une démocratie. Et si on rentre dans des débats très contemporains, la République dite populaire de Chine est loin d'être un modèle démocratique. Et à nous attacher à l'actualité, la République islamique d'Iran, qui est en train de sérieusement vaciller et dont je souhaite qu'elle trébucha instamment, est loin d'être une démocratie. C'est, je pense, la France dans l'histoire récente qui a conçu la République comme étant une démocratie et où les deux ont l'ambition de s'épouser. Et il faut même attendre une confrontation pendant la Révolution française pour qu'on puisse voir émerger un projet démocratique, avant même d'ailleurs la naissance de la République. Et donc le 19e siècle avec les projets défendus à la fois par des radicaux, par des socialistes, par des libéraux, pour envisager notamment la démocratie en France, en tout cas proposer des projets qui soient assez explicites et pas forcément d'ailleurs convergents. Et je vais te céder la parole tout de suite. Je finirai par un élément qui me paraît fondamental pour définir ce qu'est la République, y compris ce qui m'intéresse moi, c'est-à-dire dans sa nature démocratique, c'est qu'elle est par définition, et c'est pour moi la première divergence avec un modèle monarchique, c'est qu'elle est par définition un exercice collégial du pouvoir. La République n'est pas le pouvoir d'un seul, c'est le pouvoir de plusieurs, et je l'espère, dans le cas d'une démocratie, le pouvoir de tous. Il faudra définir ce tous. Ce qui engage le primat du pouvoir législatif sur l'exécutif. Et c'est ce qu'on a constaté au fil de l'histoire des républiques, y compris en France, jusqu'à la fin de la 4e. La 5e étant un cas à part, me semble-t-il. Je vais m'arrêter là pour l'instant. Alors, tu as tout à fait raison sur justement la dichotomie qu'il y aurait entre justement la République et la démocratie. On a tendance à faire effectivement un amalgame de ces deux notions. Notamment, on l'entend actuellement, pour justement légitimer un régime républicain en faillite, j'ai envie de dire, on a tendance à en appeler à la démocratie pour essayer de sauver ce rêve perdu, j'ai envie de dire. Alors moi, je ne suis pas anti-républicain, je suis contre un régime républicain, ce qui est absolument différent. Dans tous les régimes politiques, que ce soit une aristocratie, une monarchie ou bien une démocratie, il y a ce spectre de la République qui plane, enfin de cet esprit républicain, de la res publica, comme tu l'as dit à très juste titre, parce que pour moi, cette res publica, la chose publique, c'est la politique, c'est l'essence de ce qu'est justement la société, les enjeux politiques, donc on ne peut pas, à proprement parler, se débarrasser de la République. Elle est indispensable. Cependant, ce qui n'est absolument, enfin, ce dont on pourrait se passer absolument, c'est le régime républicain qui, justement, et selon moi, est antidémocratique. Pourquoi ce régime est antidémocratique ? Du fait de sa centralisation administrative. C'est notamment les recherches que je fais, des recherches qui ont attrait au Moyen-Âge. Une période qui est justement placée sous le signe de la féodalité, des communautés, ce qu'on appelle les communes, les municipalités, et où il y a un véritable exercice de démocratie locale, et une démocratie locale qui est, qui n'est pas encore placée sous le joug d'une centralisation, d'un État central, et qui n'est pas, qui n'est pas modelée par celui-ci. Aujourd'hui, c'est l'État central qui impose les règles de l'exercice de la démocratie locale, et donc il y a justement cette verticalité qui cloisonne cet exercice de la démocratie. Donc selon moi, l'exercice de la démocratie ne peut être que pleinement effectif que s'il s'émancipe d'un régime centralisateur, et qu'il renoue avec une sorte un esprit médiéval, pas de féodalité, de féodalité, de fédéral
la féodalité, parce que le fédéralisme, selon moi, est issu de la féodalité, c'est une conséquence. C'est de la féodalité que naît le fédératisme, et donc c'est à partir de là, avec des provinces, une autonomie, justement, qui est déliée du pouvoir central, du souverain, j'ai envie de dire, que la démocratie locale peut véritablement s'épanouir. Alors je suis assez d'accord avec ta conclusion. D'ailleurs, quand j'échange souvent avec des gens qui sont, y compris parmi les républicains, très axés sur cette notion du fédéralisme, que je distingue de la décentralisation. Pour moi, c'est pas nécessairement exactement la même chose. Tout à fait d'accord. Je leur renvoie de façon un peu ironique qu'ils veulent revenir au Moyen-Âge. Et parce qu'effectivement, tu as bien amené le cœur du modèle médiéval qui passe notamment par la féodalité. Alors je vais essayer de reprendre par le début, et tu as ciblé des problématiques qui sont celles de la 5e et notamment autour de la centralisation. Et là, je partage ton avis, d'autant plus que je considère, je n'ai que mon point de vue de ce point de vue sur cet aspect des choses n'est pas majoritaire, que la 5e n'est pas une république. Je suis de ceux qui pensent et qui affirment que la 5e est une monarchie. C'est fondamentalement une monarchie, puisque le président de la République est donc le cœur du pouvoir exécutif et la clé de voûte du régime. Et la monarchie, mono c'est un, c'est le pouvoir d'un seul. Et donc une monarchie constitutionnelle. Absolument, une monarchie constitutionnelle. Après, on pourrait aussi rentrer sur la distinction monarchie-royauté. Je suis d'accord avec toi, oui. Parce que selon moi, il y a une différence de forme entre la République et la monarchie constitutionnelle, tandis qu'il y a une différence de fond entre la monarchie constitutionnelle et traditionnelle. Oui, alors ça, c'est pareil, je suis assez d'accord. Et puis, on pourrait évoquer la question de l'hérédité également, notamment dans le principe de la monarchie française telle qu'elle a existé depuis Capet, et notamment le miracle capétien, et refaire toute la généalogie de cette très longue monarchie qui a été l'une des plus solides d'Europe. Mais la 5e a quelque chose de fondamentalement monarchique. Ça se voit aujourd'hui dans le cadre de la crise politique que nous traversons, qui pour moi n'est pas une crise républicaine, c'est une crise de la 5e République, et où on voit effectivement qu'un président qui a été élu dans des circonstances que l'on pourrait longuement discuter, arrive à se maintenir au pouvoir alors qu'il n'a plus aucune majorité, qu'il n'a plus aucune base, et qu'on a un Parlement qui, théoriquement, devrait réinvestir un pouvoir qu'il a perdu. Donc c'est davantage la forme dégénérée de la monarchie, c'est davantage une tyrannie, une tyrannie, c'est excessif. Oui, tout à fait, une oligarchie, j'ai envie de dire, davantage qu'une monarchie, parce que c'est c'est utiliser la monarchie dans un aspect très négatif que de l'utiliser comme seul moyen de conserver le pouvoir. Tu le sais bien, la monarchie c'est bien plus que ça. Oui. Et si tu veux, mais oui, il y a une perception du pouvoir, conservateur du pouvoir, en ce sens qu'il ne veut pas que le pouvoir ne peut plus être partagé, j'ai envie de dire, légitimement, et il est conservé de manière illégitime. Oui, mais je suis tout à fait illégitime, absolument. Voilà. Légal. Oui, tout à fait. Et c'est ce qui diffère de la monarchie, parce que la monarchie est légitime. Du point de vue du droit divin. Oui, au profit, vis-à-vis des règles du droit naturel, de l'hérédité, et même de l'ordre public, j'ai envie de dire, de la légitimité historique, une légitimité politique, historique, philosophique. Et c'est en ce sens qu'on ne peut pas, je pense, dire que la Ve République est un régime... tend vers un régime monarchique. Alors, il y a deux éléments dans ce que tu livres. D'abord, la question de la monarchie, et notamment la monarchie au fil de l'histoire de France, qui n'a pas été uniforme. Bien sûr. La monarchie, par exemple, sous les Valois, n'est pas celle qui s'installe sous les Bourbons. Ensuite, il y a une forme d'idéalisation dans la manière dont tu abordes la chose, dans le sens où cette longue histoire de la monarchie française est aussi parsemée de crises,
de crise au sein même de la famille royale. La monarchie n'a pas pu empêcher les guerres de religion. Henri IV a reconquis son royaume sur un cheval en armure, l'épée à la main. Le fait de pouvoir faire enregistrer l'édit de Nantes ne s'est pas fait de manière, disons, apaisée. Et puis c'est vrai que cette longue histoire de la monarchie française, et qui a créé l'État en France. Moi, je suis radicalement républicain, je suis fondamentalement démocrate, mais je ne dis pas que la monarchie dans l'histoire de France, ce n'est rien. Oui, bien sûr. Et justement, je regarde aussi cet aspect des choses. On pourrait évoquer Louis XIII qui a été en guerre avec des chevaux, des canons, des hommes armés, avec sa propre mère. Donc la question de la légitimité du roi, même héréditaire, a été questionnée tout au long de notre histoire. Le Grand Condé, c'est un prince du sang, et il a fait la guerre à Louis XIV. D'aucuns diront non à Mazarin. Mais on voit que ce qui théoriquement est exact, dans la réalité des faits, a connu de nombreux points d'achoppement. Donc ça c'est vraiment sur la question que tu amènes de la monarchie. Et j'ajouterais qu'il y a toujours eu, avant de revenir sur ce que tu évoquais de la 5e, je ne suis pas nécessairement en désaccord non plus. C'est pour ça que je faisais aussi la distinction entre monarchie et royauté. C'est que l'histoire de France, dans l'Ancien Régime, c'est une lutte quasi incessante entre, d'une part, la monarchie, ou disons le roi, et la noblesse. Louis XVI lui-même est obligé, presque provoque la Révolution française en passant au-dessus des grands et en convoquant les États généraux. Et puis le roi et l'Église. Je pense notamment à la situation particulière du fait du gallicanisme. Donc on voit ces points d'achoppement, et pensons à Richelieu, et je pense que, une fois encore, je suis radicalement républicain, et je pense que Richelieu est l'un des plus grands hommes d'État que la France ait connu. Il faut rabaisser l'orgueil des grands. Donc cette question de féodalité, c'est aussi une confrontation avec le roi de France. Et pour conclure et revenir sur ce que tu disais de la 5e, elle a une dimension monarchique dans le sens où c'est le pouvoir d'un seul, même s'il y a une approche parlementaire. C'est un régime parlementaire, mais la monarchie de Louis XVIII est aussi parlementaire. Oui, monarchie constitutionnelle, ça renvoie aux différentes formes de la monarchie, justement. Absolument. Il y a autant de monarchie, de royalisme, que de royalistes, si je puis dire, et c'est presque la même chose pour la République. Et c'est vrai c'est aussi une monarchie au sens, je dirais, bonapartiste du terme. Avec cette idée du chef providentiel qui peut être auréolé d'une certaine gloire. Donc j'imagine que le modèle de la 5e ne correspond pas aux principes monarchistes tels qu'un monarchiste comme toi va les concevoir, mais dans le même temps, elle ne correspond pas du tout aux exigences démocratiques et républicaines des républicains les plus radicaux dont je suis, et qui se situent à gauche ou à droite de l'échiquier politique. Je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Pour en revenir à une petite précision, quand j'évoque le terme monarchie, je ne fais pas référence à l'entièreté justement du spectre monarchique français. Je suis certes monarchiste, mais je suis absolument et de manière convaincue opposé à l'absolutisme, qui est pour moi justement la forme la plus pervertie de la monarchie française, qui a justement conduit, selon moi, à la Révolution. La Révolution n'est pas une construction sortie du néant, elle est le fruit d'une perversion, d'une décadence. Et quand tu vas devenir révolutionnaire. Non, je ne pense pas. Et quand j'aborde justement le terme de monarchie, j'évoque justement cette monarchie médiévale, cette monarchie tempérée, qui tourne autour justement de cette notion de bien commun. C'est la monarchie chrétienne, la monarchie décentralisée, même si ce terme est anachronique, et on en parlait tout à l'heure, décentralisation et fédéralisme sont des notions plutôt opposées, c'est ce que dit Maurras. Quand Maurras fait son quadrilatère maurassien, qu'il énonce que la monarchie doit être héréditaire, traditionnelle, antiparlementaire et décentralisée,
il dit dans Enquête sur la monarchie que la décentralisation est un mot très laid, parce qu'elle implique justement un État central. On ne peut décentraliser que ce qui est déjà centralisé, en quelque sorte. Donc, et cette décentralisation, d'une certaine manière, légitime un État central, puisqu'on ne nie pas la forme de l'État central, puisqu'on veut le faire évoluer, j'ai envie de dire. Ça, c'est très républicain aussi. Hein. Pas tant, parce que justement, Maurras a suivi justement, suite à cette idée, il s'est rapproché de Proudhon, justement, du Félibrige, et a réfléchi sur justement le fédéralisme. Le fédéralisme, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui serait une forme... antinationale. Pas tout à fait, qui serait une forme rationalisée de la féodalité, et pas antinationale, parce que justement, l'unité nationale n'est pas l'unité administrative. Ce qu'on combat, c'est l'unité administrative. Alors ça pour le coup, c'est très raccord d'une certaine manière avec ce qu'a voulu faire la Révolution française. Alors je sais que ça peut paraître un peu provocateur, mais je le dis en toute sincérité dans le sens où la centralisation telle qu'on la connaît, donnons un cas concret. Les préfets, par exemple, qui sont les représentants de l'État dit central en France. C'est pas la Révolution qui les a mis, c'est Napoléon Bonaparte. Et que toute cette... alors après... il y a l'éternel débat, est-ce que Napoléon est le fils ou non de la Révolution? Napoléon est issu de la Révolution, est-ce qu'il en a respecté pleinement l'héritage? C'est très discutable, j'ai eu l'occasion de débattre avec des gens de la société napoléonienne d'Aix, également celle de Marseille, sur cette question-là. Mais le républicanisme français, initialement, envisage une forme de... j'emploie également le terme anachronique de décentralisation. C'est-à-dire que ce qui s'opère au moment de la Révolution, alors là aussi les historiens le discutent encore aujourd'hui, c'est l'idée de pouvoir se rapprocher au maximum du territoire. Les provinces effectivement sont redécoupées, avec une échelle qui paraît plus rationnelle, les départements, et les communes sont véritablement potentiellement artificiel. Je pense que c'est discutable dans le sens où ces départements, ils suivent quand même des frontières naturelles, que sont les rivières et les montagnes, par exemple. Mais on peut effectivement rediscuter. Il y a quelques années, au moment où François Hollande a tout seul, comme un roi, redessiné la carte des régions de France. Donc, a priori, le peuple n'a pas été consulté. Des géographes ont questionné justement la question du découpage la thématique du découpage qui avait été opérée, mais également celui qui était issu de la Révolution française. Et on pourra rentrer dans ces détails-là au moment où on abordera les questions de souveraineté et de citoyenneté, mais la municipalité, la commune, est le cœur du pouvoir, la base du pouvoir pendant la Révolution et dans le principe républicain. Il faudra qu'on puisse parler des sociétés populaires, notamment des sections, de ce grand mouvement, populaire qui se met en place. Mais pour quelqu'un qui est fondamentalement attaché à la République, la question du centralisme qui n'est pas jacobin, là aussi je pourrais en revenir, au contraire, les jacobins étaient très décentralisés, c'est pas du tout républicain. Aujourd'hui, dans le débat public, cette question de la décentralisation, on l'entend partout, on l'entend à gauche, on l'entend à droite. Jean-Louis Borloo, depuis quelques mois, refait surface dans le débat politique, et il aborde la thématique presque comme tu le fais toi, c'est-à-dire en expliquant qu'il faut en finir avec cette centralisation. Il parle même d'établir des parlements de province. Là où moi je suis effectivement en opposition par rapport à ça, par rapport non pas à la décentralisation, mais à l'idée de rétablir des parlements de province. Je rappelle d'ailleurs que c'est un roi qui avait remercié les parlements, Louis XV, et son successeur a eu l'erreur presque imbécile de les rappeler. Et parce que justement, il y a quelque chose qui relève de l'ancien régime. Et juste, je finis pour conclure sur un principe, parce que là, nous parlons d'organisation. C'est important, hein, évidemment, c'est important l'organisation. Mais l'organisation, c'est un comment. Et ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir, dans le cadre d'une forme de gouvernement et d'un idéal démocratique, interroger le pourquoi. Et de fait, ce qui est au cœur d'une approche,
c'est le principe. Dans le gouvernement républicain, si on s'en tient à la manière dont le théorise Montesquieu, ce qui est au cœur du gouvernement républicain, c'est la vertu. Donc c'est pas du tout l'idée de l'avarice ou de servir son intérêt propre, voire même d'établir une forme d'oligarchie. Montesquieu qui n'était pas démocrate. Hein. Et la manière dont il définit la vertu est, je pense, au cœur en fait du principe républicain tel que les démocrates encore la conçoivent aujourd'hui. Il précise que la vertu est l'amour de la patrie, c'est-à-dire l'amour de l'égalité. Et il complète en disant « Lorsque cette vertu cesse », donc s'il n'y a plus de vertu dans le gouvernement républicain, l'ambition entre dans les cœurs qui peuvent le recevoir, et l'avarice entre dans tous. Ça permet de voir dans quel système nous pourrions être aujourd'hui. La République est une dépouille, devient une dépouille. Et sa force n'est plus que le pouvoir de quelques citoyens et la licence de tous. Et je trouve que dans cette citation-là, il y a ce qui est fondamentalement la République qui repose sur la vertu. Alors ça peut paraître abstrait, mais je pense qu'au contraire, c'est très concret. C'est une version assez antique, j'ai envie de dire, de la République. Absolument. Qui, selon moi, est plutôt décorrélée des régimes républicains qu'on a vus ces derniers siècles. Ces dernières décennies, moi, je dirais. Oui, même siècle. Il y avait cette idée de conception antique chez les révolutionnaires, mais je ne pense pas qu'on l'ait vu à l'œuvre, j'ai envie de dire. Enfin, c'était très... Oui, c'était artificiel. Après, oui, c'est sûr, c'est une période très courte, la Révolution. Et est-ce qu'on aurait pu imaginer un régime révolutionnaire aboutissant à terme sans l'arrivée de Bonaparte qui se serait calqué sur le modèle antique de la vertu? Moi, je n'y crois absolument pas. Alors, ce que montre l'étude des sources de l'époque, c'est qu'effectivement, c'est la culture du XVIIIe siècle qui le veut. Tous les révolutionnaires sont pétris de l'idéal antique. Et je dis bien l'idéal antique parce que cette République romaine, elle est évidemment idéalisée. C'est la continuation de l'absolutisme, hein, ce retour à une vision antique. Non, dans le sens où il y a véritablement cette idée de pouvoir établir le bonheur commun. Alors j'imagine que tu n'es pas un grand adepte de Saint-Just qui signalait que le bonheur était une idée neuve en Europe. Mais il n'y a pas du tout d'utopie dans leur démarche, c'est-à-dire qu'ils sont fondamentalement convaincus, mais même à l'échelle du citoyen qui a investi dans sa section ou dans une société populaire, qu'établir quelque chose de nouveau, avec des racines très ancrées, parce qu'il y a l'image de la table rase qui colle à la Révolution, mais en fait les références au passé sont constantes, elles sont absolument constantes, et une fois encore, un attachement très concret à ce qui est immédiat, la commune. Tu parlais tout à l'heure de démocratie locale, dans le cadre notamment des communautés villageoises, et c'est intéressant parce que des historiens, notamment comme Yannick Bosque ou Florence Gauthier, ont mis en évidence le fait que les pratiques des communautés villageoises avaient été réinvesties dans le cadre de la Révolution. On les retrouve notamment dans les sociétés populaires, les antipolitiques à Aix par exemple, qui fonctionnent comme une confrérie. Pour ne pas dire comme une corporation, et je reviens vraiment sur cette idée de la commune. Un protagoniste célèbre de la Révolution française il avait déclaré ça aux Girondins, perdez l'habitude des anciens gouvernants de vouloir trop gouverner. Alors j'ai plus la citation exacte, mais c'est quasiment ça. Rendez aux communes le pouvoir de gouverner pour tout ce qui ne touche pas l'administration générale de la République. C'est exactement ce qui s'est passé au XIe, XIIe siècle, lors des événements du mouvement communal, avec justement cet octroi et cet affranchissement villageois, avec justement ces chartes de franchise qui sont perçues comme les premières constitutions en France, des constitutions locales, villageoises, et qui justement ont émancipé les communes au sein d'une monarchie. Alors, les communes, et on entend souvent la ville, et pas forcément les campagnes. Là, le protagoniste en question, c'est Robespierre, à qui on colle pourtant une image
excessivement centralisatrice. Et je souscris tout à fait à ce que tu dis sur la question des communes, mais il s'agit d'un exercice très local du pouvoir, dans le cadre effectivement de la communauté immédiate. Et évidemment, les villes ont des franchises, elles ont des privilèges. La réalité des campagnes est souvent plus dure, mais je souscris à ce que tu dis. La différence au moment de la Révolution et avec le modèle républicain, c'est que ce qui est établi à ce moment-là, c'est une souveraineté de plein droit. Et que les citoyens, par le jeu des correspondances entre sociétés populaires, entre clubs politiques, à Aix, à Caen, à Nîmes, à Paris, à Strasbourg, se rendent compte qu'ils ont une forme de convergence d'intérêts et qu'ils peuvent exercer de véritables pressions, non pas pour infléchir des décisions qui concerneraient directement, certes, mais la commune, mais une politique plus générale, avec ce jeu d'aller-retour entre la base, les citoyens dans la commune, et les députés de la nation, avec cette question du contrôle des pouvoirs, des missions de vigilance, de surveillance. Donc on est plutôt loin de cette perception qui serait excessivement centralisatrice. D'ailleurs, quand on lit les cahiers de doléances, initialement, il n'est pas du tout question d'uniformiser le territoire. C'est quelque chose qui se fait de manière très progressive, et d'ailleurs notamment sous la Troisième et dans un contexte qui est très particulier. Et je conclurai simplement en disant qu'initialement, la Révolution n'a pas pour but de mettre fin à la monarchie. Même Marat expliquait dans un premier temps que le modèle qui convenait le mieux à la France était la monarchie. Et pourtant, il a voté la mort du roi. La citoyenneté, donc. Que dire sur la citoyenneté ? Donc, tu le sais tout aussi bien que moi, la citoyenneté est une notion antique au centre de la démocratie, de la République, mais c'est aussi plus que ça. Au Moyen-Âge, en France, cette notion a perduré, que ce soit sous les Mérovingiens ou bien encore au-delà. On retrouve des écrits, des témoignages et même des travaux historiographiques, par exemple du 19e siècle. Je pense notamment à François Juste-Marie Renoir, qui a fait une histoire du droit municipal sous les 3 dynasties, et qui justement évoque le concept, la notion de citoyenneté au Moyen-Âge. Donc qu'est-ce que le citoyen au Moyen-Âge ? C'est une figure donc directement reprise de l'Antiquité. On pense souvent qu'il y a une rupture entre Antiquité et Moyen-Âge. Il faut être bien plus modéré que ça, je pense, parce que l'histoire ne s'interrompt jamais, en quelque sorte. Il y a cet héritage antique qui a perduré, qui a persisté pour se retrouver à de multiples périodes en France. Et donc, pour en revenir à cette citoyenneté, on la retrouve au Moyen-Âge, notamment donc, dans les communes, dans les municipalités, et elles sont souvent invoquées, par exemple, par cet auteur, justement, Renoir, qui énonce que les citoyens, donc les notables, ce sera une... C'est un élément important. Exactement, je le souligne par transparence. L'avis des citoyens, donc des notables, ne peut être ignoré concernant l'élection des évêques. Il reprend cet exemple, il insiste fortement là-dessus. Il me semble que c'est au 7e, 8e siècle. Un évêque ne peut pas être nommé à titre valable si l'avis des citoyens n'est pas consulté. Donc il y a vraiment... fait la Révolution. Sans doute, oui. Mais de toute façon, il y a une persistance de cette notion. Bon, après, elle s'est petit à petit effacée au profit de la notion de sujet, mais elle a persisté à l'échelle locale, au sein des communes. C'est Edmond de Moulins, qui est un disciple de Frédéric Leplé, qui dit que les communes au Moyen-Âge sont de petits États souverains. Et donc, au sein d'un petit État souverain, il y a justement des citoyens. C'est logique, ce sont des petites républiques avec les citoyens qui lui sont propres et qui la constituent, j'ai envie de dire, qui constituent justement le débat démocratique. Oui, alors c'est intéressant ce que tu soulèves, d'autant que dans la manière dont tu abordes la question de la citoyenneté au Moyen-Âge, j'y souscris totalement. Ça concerne les notables, et en fait, plus précisément les villes,
dans un royaume qui est à plus de 80% rural. Et deux, il y a quand même la notion de suggestion qui accompagne le citoyen au Moyen-Âge, comparativement à ce qu'il a été dans l'Antiquité. Je partage assez l'idée de cette continuité. Il y a un grand historien qui enseigne à Nanterre qui s'appelle Bruno Dumézil, qui est un historien médiéviste et qui travaille notamment sur l'Antiquité tardive, qui a écrit, je crois que son dernier ouvrage, ou un de ses derniers ouvrages, est l'Empire mérovingien. Et donc il met notamment en évidence le fait que nombre de barbares étaient romanisés, que Childéric, par exemple, avait été une forme de proconsul des Gaules pour l'Empire romain, et que de fait, l'œuvre de Clovis derrière s'inscrivait dans cette continuité. Ce qui est assez raccord avec certains éléments des sources médiévales, puisque Grégoire de Tours, par exemple, lorsqu'il évoque le baptême ou la conversion de Clovis, il évoque le nouveau Constantin. Donc c'est dire l'importance de ce personnage, bien entendu par rapport à l'histoire de France, mais dans cette espèce de continuation de l'Empire romain. Donc si on revient vraiment sur la question du citoyen, le citoyen en République, il n'est pas censé être simplement un sujet. On revient sur le XVIIIe siècle qui est pétri de l'idéal antique. Montesquieu écrit dans De l'esprit des lois que dans le cadre de la démocratie, le citoyen est à certains égards le monarque et à d'autres le sujet. Donc évidemment il y a la question de la sujétion. La question qui se pose, c'est sujétion à qui ou à quoi. C'est-à-dire que dans le cadre de l'ancien régime, le citoyen est un sujet et il est soumis à un seigneur et il est soumis au roi. Dans le cadre d'une république, le citoyen est soumis à la loi. Et la question qui va se poser rapidement derrière, on l'abordera sur notre troisième point, la souveraineté, c'est qui décide de la loi. Et cette dimension, elle est vraiment au cœur de la République, et de la République telle que je la conçois. Pas une République dévoyée. Je reviens sur Montesquieu. Montesquieu avait écrit, ça pourrait te plaire, que la monarchie en Angleterre était en fait une république déguisée sous les apparats de la monarchie. Pour la 5e en France, c'est l'inverse. C'est que la monarchie est déguisée sous les apparats d'une république. Donc le citoyen, c'est normalement celui qui décide de la loi. Il la discute, il élabore, il la vote et il s'y soumet. Alors évidemment, on pourrait aborder la question du système représentatif, de ce qu'on appelle la démocratie directe ou non, mais le principe même du citoyen, c'est celui du libre arbitre qui décide et qui est acteur de l'élaboration de la loi. En tout cas, dans le système républicain, c'est comme ça que la chose est conçue. C'est une conception idéaliste et idéalisée. On pratique une universalité de citoyens législateurs et philosophes, j'ai envie de dire, n'a jamais eu réellement lieu. Et ne s'est jamais saisi d'un réel pouvoir législatif. Moi, je conçois le citoyen comme, que ce soit sous l'Antiquité, au Moyen-Âge ou bien encore au XIXe siècle, sous la Troisième République, avant tout comme un notable, comme un bourgeois. Par exemple, sous le mouvement communal, il y a des chartes qui ont été octroyées notamment par Louis VI, mais des communes ont été affranchies. Elles ont été affranchies par qui ? Elles ont été affranchies par les bourgeois, par les commerçants, par besoin économique justement, pas par besoin économique, mais par besoin lucratif que les seigneurs freinaient, et donc il y avait cette impulsion économique qui a été lancée par cette bourgeoisie, et cette bourgeoisie fait écho justement sous la Troisième République, justement à la bourgeoisie de la Troisième République, qui se manifeste notamment avec le suffrage censitaire, et donc qui délègue la citoyenneté à une condition sociale qui est celle justement de la notabilité, de la bourgeoisie,
et donc délègue justement ses prérogatives à l'argent. Alors c'est vrai que très souvent le reproche qui est fait aux démocrates, c'est cette idée que leur perception de la citoyenneté est idéalisée. Parce que tout un chacun ne peut pas décider et ne peut pas exercer une citoyenneté de plein droit. Si je résume un petit peu, c'est l'idée. Et c'est en ça qu'il est intéressant de voir si on se place du point de vue d'un système qui serait féodal, seigneurial ou démocratique. Parce qu'effectivement, on n'envisage pas le citoyen de la même manière. Ce que tu soulignes sur le rôle de la notabilité, l'importance de la notabilité pour exercer la citoyenneté, est assez raccord d'une certaine manière avec la manière dont certains républicains, au tout début de la Troisième, concevaient eux-mêmes la citoyenneté. En l'occurrence, pas nécessairement les plus démocrates. Ils étaient radicalement républicains. Je pense à quelqu'un comme Gambetta, par exemple. Léon Gambetta n'est pas suspect d'être un monarchiste. Gambetta, après la défaite de 1870, et alors que la République peine à s'installer en France, il y a des courants monarchistes qui sont encore très forts, il participe à une série, nous dirions une tournée aujourd'hui, de banquets républicains. Et à l'occasion du banquet républicain de la Ferté-Sougeoire, le 14 juillet, date symbolique, 1872, il déclarait aux républicains qui étaient là que l'ouvrier et l'artisan devaient se réunir derrière leur frère aîné, me semble-t-il, le bourgeois. Celui qui, parce qu'il a eu plus de faveur de la Providence, alors la Providence, c'est pas le terme qu'il emploie, celui qui, parce qu'il a fait plus d'efforts, il a eu une éducation, une instruction, est mieux à même de pouvoir exercer la citoyenneté. Donc, cette perception du citoyen notable n'est pas à proprement parler exclusivement monarchiste. Mais il existe bien une perception démocrate ou démocratique du citoyen. Je reste sur la question de l'idéalisation, c'est la taille. C'est-à-dire que c'est facile, dans une cité comme Athènes, une cité, certes, elle a sa sphère d'influence, mais c'est une cité dont le corps de citoyen est très réduit par rapport à la totalité de la population d'Athènes, de pouvoir exercer le pouvoir. D'ailleurs, dans l'Antiquité, on parle de cité-État. Et Montesquieu lui-même, qui était plutôt favorable à une monarchie constitutionnelle, ne défend pas la démocratie. Il la définit, mais il y voit plus d'inconvénients que d'avantages. Donc ça amène tout de suite la question de la capacité. C'est-à-dire dans un système tel que je le promeus, est-ce qu'on est citoyen sans effort? Et on revient à la question de l'équilibre entre les droits et les devoirs. C'est-à-dire que la notion de citoyen, et telle qu'elle est pensée par les républicains, elle engage nécessairement les droits et les devoirs ensemble. Alors Diderot, par exemple, j'imagine que c'est pas le philosophe le plus apprécié dans les milieux monarchistes. Je le précise avec une forme de sarcasme, mais il est important de rappeler que les philosophes des Lumières n'étaient pas des républicains. Et que même quelqu'un comme Voltaire, par exemple, n'était pas un démocrate. Et là, dans la définition que tu proposes du citoyen, il y a quelque chose de voltairien, puisque Voltaire avait écrit à son ami Damy-Laville, il convient que le peuple soit guidé et non pas instruit, il n'est pas digne de l'être. Et il justifiait ça par cette idée que le paysan ou l'artisan mourrait de faim avant de pouvoir devenir philosophe. Il disait ça à Damy-Laville qui était choqué en fait, de la position de Voltaire. Ce qui m'intéresse, c'est la vision divergente de Diderot. Et je me reconnais pleinement là-dedans. Et je te cède la parole tout de suite après. Diderot, en 1775, quand il cède ou il accède à la demande de Catherine II de Russie de séjourner dans son empire, il lui propose un plan pour une université. Et il écrit qu'une université est une école dont la porte est indistinctement ouverte à tous les enfants d'une nation. Et il ajoute qu'il serait aussi cruel qu'absurde de condamner à l'ignorance les conditions subalternes de la société.
Dans toutes, il y a des connaissances dont on ne saurait être privé sans conséquence. Alors évidemment, on peut partir du principe qu'il est idéaliste en pensant que la proportion de chaumières étant plus importante que celle de palais, on aura plus de gens disposés à être instruits dans les chaumières, mais c'est pas dénué d'intérêt, puisqu'il explique qu'instruire une nation, c'est la civiliser. Y éteindre les connaissances, c'est la ramener à l'état primitif de barbarie. Ce que je veux dire pour conclure, c'est que certes on peut trouver ça idéal, sauf à partir du moment où on se donne les moyens d'une instruction de masse, pour que chaque citoyen puisse prendre part d'une manière ou d'une autre au processus de décision. Et il me semble que cette instruction de masse, qui est en faillite aujourd'hui, a été une réussite de la Troisième République. Justement, on fait bien d'aborder cette notion de la masse, parce que comme on l'a énoncé, la citoyenneté était réservée à une élite, quelle que soit la période, notamment au Moyen-Âge. Je parle du Moyen-Âge parce que c'est le modèle politique qui m'intéresse et que je trouve le plus pertinent, pragmatique et efficient. Certes, la citoyenneté était réservée aux notables, aux bourgeois. C'est ce qu'on peut appeler une définition politique de la démocratie, enfin un exercice politique de la démocratie. Mais quand on s'intéresse aux masses et à leurs prérogatives démocratiques, il faut s'intéresser aux corporations. Corporations que la Révolution française a interdit, a supprimé, parce que ces corporations sont justement le volet professionnel de la démocratie. La démocratie n'est pas que politique, elle est aussi professionnelle, et c'est comme ça que s'épanouissait démocratiquement, j'ai envie de dire, dans la prise de décision, les masses, les non-instruits, entre guillemets, qui n'avaient pas justement cette... pas une aptitude, mais n'étaient pas destinés à la prise de décision politique, mais étaient à même à la décision professionnelle, à la décision corporative. Et donc c'est quelque chose qu'il ne faut absolument pas négliger. Il ne faut pas opposer citoyenneté et corporatisme. Ces deux éléments vont ensemble et font justement le tout qu'est la démocratie médiévale. C'est notamment, c'est pas une scission d'ordre, parce que évidemment que la noblesse est un ordre à part qui est éminemment supérieur au tiers. Et à l'époque, c'était un peu moins net que par la suite, mais que ce soit la masse ou que ce soit les notables, les bourgeois, chacun de ces derniers au sein de la communauté locale avait son rôle, et ce rôle, qu'il soit celui de citoyen ou de métier, j'ai envie de dire, avaient leur place et formaient cette harmonie politique, cette harmonie médiévale. C'est très idéalisé dans le sens où ce que tu décris et qui, sur le plan de la structure, se vérifie, c'est ce qu'on appelle une société d'ordre et qui définit la société médiévale, ne prend pas en compte un élément fondamental dans le processus démocratique, qui est effectivement le libre arbitre et la décision. Alors j'entends tout à fait la question de la notabilité et du fait que le citoyen, en tout cas dans l'Antiquité et dans la manière dont tu le définis, est par définition effectivement un notable, quelqu'un qui a reçu une instruction et qui a un niveau d'aisance aussi matériel. Et tu viens très justement sur en fait la loi Le Chapelier, qui supprime à l'été juin 1791 les corporations. Alors, tu m'accorderas que Le Chapelier ne supprime pas les corporations au nom de la République, qui n'est pas du tout pensée à l'époque. Les républicains vont être massacrés sur le Champ de Mars un mois après, mais au nom du libéralisme. C'est-à-dire que c'est la liberté absolue de commerce qui motive la question de la loi Le Chapelier, la première loi Le Chapelier sur les corporations, et ce libéralisme, en fait, il est pensé avant même la Révolution. On pourrait penser à la guerre des farines, par exemple, qui est déjà un marqueur de cette émergence de la pensée libérale. Il se trouve que Le Chapelier, qui supprime les corporations,
parce qu'elle symbolisait les privilèges d'Ancien Régime. D'ailleurs, il faut préciser que souvent, contrairement à l'idée largement répandue, l'ascenseur social, pour prendre une expression contemporaine, était un peu en panne parce que les compagnons restaient compagnons très longtemps et que l'accession à la maîtrise après la réalisation du chef-d'œuvre n'était pas aussi évidente que le récit veut bien le laisser entendre. Et bien, ce même Le Chapelier va attaquer le mouvement populaire quelque temps plus tard, puisqu'en septembre 1791, il interdit aux sociétés populaires de pouvoir pétitionner en nom collectif. Et donc, il les prive du pouvoir politique grandissant, très puissant en fait, dont elle s'était emparée en l'espace d'une année et demie de révolution. Et ça, c'est un élément qui est important. Pourquoi ? Parce que la citoyenneté révolutionnaire d'abord, puis républicaine, elle naît véritablement dans ce qu'on a appelé les sections, donc qui sont un découpage administratif, qui se réunissaient régulièrement en assemblée et très vite dans les clubs politiques, les sociétés populaires. Les antipolitiques d'Aix fonctionnaient comme une corporation. Il y avait un système de confrérie, en fait, et de solidarité. Ce que je veux dire, c'est que toutes ces missions de solidarité, notamment pour accompagner une veuve ou participer à la prise en charge de la famille une fois que le mari était mort, ou l'instruction. En fait, toutes ces missions-là sont réinvesties par les clubs politiques, mais ils vont plus loin que ce qu'on pouvait observer dans la citoyenneté d'Ancien Régime ou médiévale, dont je conteste qu'elle était une démocratie, parce que justement, dans ces clubs politiques, il y a une participation directe au contrôle du pouvoir, même au moment où, le 20 octobre 1789, par exemple, l'homme de Qu'est-ce que le tiers-État établit un système censitaire. La Révolution, dans un premier temps, s'inscrit un peu dans cette dynamique-là, avec les citoyens actifs, ceux qui ont la fortune, ou une certaine fortune, qui peuvent participer à l'exercice politique, à la citoyenneté politique, et les passifs, même à cette période-là, où les citoyens, et notamment dans les clubs jacobins, estiment qu'on est en train de mettre en place ce qu'on appelle des lois et décrets anticonstitutionnels, on voit une politisation spectaculaire des masses, et avec tout ce que ça engage en termes d'exigence, de participation à l'exercice politique, de contrôle de l'exercice politique, et pas simplement de prendre de l'information sur les lois qui sont votées. Mais concernant la démocratie représentative, est-ce que ce concept, qui est souvent défendu par les démocrates et les républicains, et cela depuis un certain nombre d'années, même on peut remonter jusqu'à la Révolution, n'est-ce pas justement un obstacle à ce libre arbitre, à cette émancipation des citoyens? Parce que justement, moi je le vois comme un vol de ce libre arbitre politique. Avec ou sans mandat impératif ? Sans, du coup. Alors, parce que là c'est pareil, c'est un dévoiement. Une fois encore, je souscris à ce que tu disais sur la mobilisation, notamment des notables ou des bourgeois. Tu as évoqué le XIe, XIIe siècle, on pourrait évoquer la bataille de Bouvines en 1214, me semble-t-il, où effectivement on voit les communes se réunir derrière Philippe Auguste et participer à la sauvegarde du royaume. Donc je ne dis pas que la Révolution a inventé la mobilisation du peuple pour se réunir derrière le roi. Et j'en profite pour préciser que on retrouve cette dynamique-là avec effectivement un transfert de souveraineté au moment de la Révolution, puisque dans un premier temps, même les révolutionnaires les plus radicaux défendent le principe de la couronne. C'est-à-dire que le roi est une clé importante de la Constitution qui est établie en 1791. Mais sur la question effectivement de la représentativité, c'est un peu le même principe que l'exercice direct de la démocratie. Petite échelle, est-ce que c'est faisable en grande échelle ? Je reprends l'exemple de Marat dans son projet de déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
en 1789, il explique que la seule forme qui convient à la France est le gouvernement monarchique. Comme je le précisais, finalement, il voterait l'amour du roi, et il disait que l'étendue du royaume nécessitait d'avoir des représentants. C'est-à-dire que la démocratie pure, sur le modèle athénien, n'était pas possible en soi. Mais, dans le même temps, il y a ce jeu des sociétés populaires dont je parlais, et notamment les cordeliers. C'est la société de la déclaration des Amis de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et le symbole de la société des cordeliers, c'est l'œil, le regard de la vigilance. L'œil qui est vigilant, qui surveille l'exercice de ce pouvoir. Et ce qu'on observe, c'est qu'effectivement, il y a un principe d'exercice représentatif du pouvoir, mais le mandaté doit rendre compte de son pouvoir et de l'exercice qu'il en fait à celui qui l'a mandaté. Et c'est la raison pour laquelle on voit effectivement des nombreuses pétitions aux autorités locales, aux communes, à l'Assemblée nationale. C'est la raison pour laquelle on voit des mobilisations qui sont très directes, avec des exigences, un certain nombre de choses qui ont été mises en place en 92-93. Le maximum des prix, par exemple, qui n'a pas été une réussite absolue, il faut le reconnaître. Mais le tribunal révolutionnaire, le fait d'avoir une armée de soldats citoyens, tous ces éléments-là, en fait, étaient portés par le mouvement populaire depuis très longtemps. Donc la question qui se pose est moins, me semble-t-il, la représentativité. Moi, je suis attaché au parlementarisme. C'est moins la représentativité que le contrôle que l'on en fait. Est-ce que parce qu'on a donné mandat à un député ou à un maire, on doit se taire et ne plus en exercer le contrôle, ne plus avoir d'exigence, ne plus être actif ou proactif dans l'élaboration de la loi? Ce sont, de mon point de vue, deux choses différentes. Et le fait de la représentativité sans contrôle, pour moi, c'est un vol de la démocratie, évidemment. Oui. Donc, je suis plutôt d'accord avec toi sur le mandat impératif. Je n'y vois pas grand chose à y reprocher, hormis justement le parlementarisme en lui-même. On peut retracer un peu l'histoire encore une fois. Quand les États généraux ont été instaurés sous Philippe le Bel, si je dis pas de bêtises, c'est le processus de la centralisation qui a commencé. C'était une première impulsion centralisatrice. On sort la souveraineté des assemblées locales pour les centraliser au sein de ces États généraux et faire remonter à Paris des représentants. Ça, c'est la graine, le commencement de cette centralisation qui va ensuite connaître le chemin qu'on y connaît tous, et qui ne va malheureusement pas pouvoir faire une grande marche arrière. C'est un peu une sorte d'impossibilité à revenir en arrière, une fois que cette centralisation parlementaire, législative, a été enracinée, j'ai envie de dire, dans cette centralité. Le retour en arrière est difficile. Je pense que c'est parce qu'il y a eu un détournement du principe au départ. C'est-à-dire que, alors tu évoques Philippe le Bel, le roi est empereur en son royaume, et ça fait presque la transition avec la question de la souveraineté. On pourrait évoquer les monarchomaques. Oui, tout à fait. La question, une fois encore, est celle du principe que l'on met en place et de la manière dont effectivement on va l'appliquer. La centralisation, initialement, ce n'est pas la révolution qui l'a mise en place. Alors, il y a des débats, il y a des discussions encore entre historiens autour de est-ce que la révolution a étatisé ou non. Moi, je suis de ceux qui estiment qu'il y a effectivement un processus, parce que je travaille à partir du bas. Ce qui m'intéresse, c'est l'histoire par le bas. Et c'est vrai que très souvent, le grand public a une vision de la Révolution à partir de Paris, mais parce que les travaux qui se sont penchés sur l'échelle locale et les imbrications avec le national n'ont pas forcément été connues ou transmises au grand public. Mais on oublie qu'effectivement, les mobilisations populaires, elles sont effectives à ce moment-là, que le peuple entend être véritablement souverain. Ça nous fait presque une transition pour le dernier point. Tu évoquais la mobilisation, et notamment la mobilisation armée. Et pendant la Révolution française,
À quoi n'assistons pas? Alors, les populations d'Aix et de Marseille, et pas simplement les bourgeois, se mobilisent contre Toulon, livré aux Anglais par les royalistes. Et ce qui se met en place à ce moment-là, et je le regarde de très près, notamment avec les antipolitiques d'Aix, c'est une organisation très logistique, stratégique, véritablement pensée, avec les conséquences politiques, par des artisans, par des cultivateurs, y compris par des gens qui ne savent pas lire et écrire. Et ces gens-là avaient parfaitement conscience que leur capacité de gouverner serait limitée. Les antipolitiques, par exemple, retirent à un moment un club au fonctionnement très démocratique. Ils leur retirent la délégation à 2 de leurs commissaires au motif qu'ils ne savent pas lire et pas écrire. Donc le peuple a conscience de ça. C'est aussi la raison pour laquelle il a conscience que l'instruction de masse est un élément nécessaire à l'émergence de la démocratie. De la démocratie, j'ai envie de dire sans adjectif, parce qu'on parle de démocratie directe, réelle, etc. Et je finirai en disant qu'on oublie que la Révolution, effectivement, c'est un temps qui est relativement court au regard de l'histoire, très intense mais court. Est-ce qu'on l'arrête à 94, à 95? Est-ce qu'on l'arrête à 1799, à 1802, 1804, etc. Mais tout le 19e siècle, c'est une forme d'hésitation et d'instabilité, et on ne peut pas forcément dire que ce sont les héritiers directs de la Révolution qui vont gouverner la France au 19e siècle, que ce soit les bonapartistes ou les monarchistes, que ce soit Charles X, Louis XVIII, on est sur autre chose. Est-ce que tu pourrais développer ta perception de l'exercice souverain pendant la féodalité, sous la féodalité? Okay. Alors, sous la période féodale, sous la féodalité, il y a cet affrontement, j'ai envie de dire, de souveraineté entre le souverain et le suzerain. Donc il y a, enfin les suzerains, les seigneurs, donc il y a cet affrontement plus ou moins constant entre le roi qui est seigneur en son domaine, et qui n'est qu'un seigneur parmi les seigneurs, j'ai envie de dire. Donc il a une souveraineté qui est loin d'être absolue et qui est, j'ai envie de dire, toute relative. Quant aux seigneurs, eux sont propriétaires justement de leur fief, donc c'est vraiment cette notion de lex privata, du droit privé qui s'applique, et qui font d'eux le plein souverain de leur fief. Comme plus tard sera le roi, sera le plein propriétaire des deniers du royaume, et c'est vraiment une logique une privatisation, j'ai envie de dire, qui s'oppose à la publicisation des deniers, des terres, qui est propre à la monarchie et qui répond à cette logique de tradition et d'hérédité. C'est valable pour le roi, c'est valable aussi pour le seigneur. Et cette notion de privatisme, j'ai envie de dire, est ce qui fonde à cette période-là la souveraineté. Le domaine public, la République, plus tard, va justement, étant donné que c'est public, que c'est la chose de tous, va fonder cette souveraineté nationale, populaire, ça se discute, mais du moins nationale. Ce sont les biens nationaux, ce sont les biens publics, l'intérêt général, tout ce qu'on veut. Mais au Moyen-Âge, il y a cette souveraineté, j'ai envie de dire, partagée, de par cette lex privata, ce patrimoine, voilà, j'avais perdu le mot, ce patrimoine qui est propre et qui fonde justement cette souveraineté qui sera par la suite exclusivement royale. La souveraineté qui découle justement du souverain, du pouvoir du souverain. Alors, du coup, effectivement, c'est là où on voit que les perceptions et les projets se tranchent. C'est-à-dire que tu fais remarquer à juste titre que c'est une souveraineté privée et le pouvoir d'un, même si c'est le seigneur en fait, à l'échelle de son fief. Et donc pour moi la question qui se pose c'est la qualification de cette souveraineté. Souverain, donc superus, superanus, donc celui qui est au-dessus,
Dans le cadre d'un régime féodal, c'est effectivement l'aristocrate, c'est le noble. À l'échelle de la ville, ça peut être le seigneur. Moi, à l'échelle de la ville, ça peut être le notable. Ce qui m'intéresse effectivement, dans le cadre de l'exercice souverain, c'est que cette souveraineté, elle soit populaire, démocratique. Et c'est la raison pour laquelle je suis très sensible dans les débats actuels à la manière dont certains mots se substituent à d'autres. C'est-à-dire qu'on entend très peu démocratie dans le débat public, y compris sur les médias. On parle beaucoup de souveraineté, et d'ailleurs de souveraineté européenne, de moins en moins de souveraineté nationale, et quand on évoque la souveraineté nationale, c'est souvent regardé avec beaucoup de suspicion. Les révolutions de l'histoire, je caricature un petit peu, mais il y a quand même de cet ordre-là. Et on parle de moins en moins de démocratie et de plus en plus d'état de droit. Bon, il se trouve que je suis de ceux qui pensent que la monarchie d'Ancien Régime, ce n'est pas un état sans droit. C'est bien sûr un état de droit. Jean Baudin rappelait qu'il y avait les rois fondamentaux du royaume, que même l'absolutisme bourbonien ne pourrait jamais violer. C'est du droit naturel, c'est du droit transcendant. Ce n'est pas un simple droit positif que l'on pourrait justement amender. Je suis d'accord. Mais il n'est de fait pas démocratique, puisque Jean Baudin lui-même écrit que le roi est absous de la puissance des lois. La loi ne peut pas frapper, le roi. Dans la manière dont je conçois la souveraineté, je la relie directement, et je boucle avec mon début, à la démocratie. Alors le pouvoir du peuple, mais alors c'est pareil, Kratos, donc le pouvoir, mais qui a ce pouvoir ? Et tu évoquais tout à l'heure la question du mandat impératif, ou en tout cas que le libre arbitre pouvait être confisqué. C'est pour ça que moi je rajoute Kraiten. Qui commande ? Qui a le commandement ? Et dans la manière dont j'envisage la chose, c'est le peuple qui commande, le peuple qui exerce le pouvoir et qui le contrôle. J'entends les accusations d'idéalisme, etc., mais déjà sur le principe, c'est fondamental, puisque dans l'exercice souverain démocratique du pouvoir, il n'y a pas un domaine privé, à un seigneur, et c'est toute la différence. Exactement. Et qui pourrait exercer un pouvoir arbitraire. Parce que la question qui se pose dans le système que tu proposes, c'est comment préserver le citoyen lambda de l'arbitraire, fût-il celui du roi. Mais le roi lui-même n'a-t-il pas fait usage de l'arbitraire ? Et donc le seigneur protège sa population. Enfin, il y a un jeu justement, le roi protège la population du seigneur, et le seigneur protège la population du roi. C'est comme ça que je le vois, c'est une double dualité, j'ai envie de dire, un double antagonisme au profit de la population. C'est sans doute idéalisé, c'est sans doute vulgarisé même, mais il y a ce jeu d'échelle qui a existé. C'est pas pour autant que je le revendique tel quel, hein. Je le revendique sous une forme de fédéralisme, une féodalité rationalisée. Mais il y a on en parlait tout à l'heure, tu parlais de la vertu. Oui. Au Moyen-Âge, l'aristocratie, on lui accolait pas la vertu, mais on lui a collé l'honneur. L'honneur, et cet honneur passe par défendre sa population. C'est même, j'ai envie de dire, le contrat qui est passé justement entre la population et le seigneur. Le seigneur doit protéger sa population, et le roi est le père du peuple. Donc il y a cette double protection, j'ai envie de dire, du peuple. Mais ça reste très théorique, et quand même c'est très théorique, c'est inégalitaire. Alors on a tout à fait le droit de ne pas défendre l'égalité. Tout à fait. C'est encore une fois la différence fondamentale entre monarchie, royauté et république. Exactement. Et c'est là où la Révolution, justement, effectivement, apporte un bouleversement conséquent, c'est-à-dire au moins reconnaître l'égalité en droit. Ce qui peut être très insuffisant pour les démocrates. D'ailleurs, la Constitution de 1789, qui est dans notre bloc de constitutionnalité, en effet, ne mentionne l'égalité qu'une seule fois. Tous les hommes, article 1er, tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Et justement, deuxième point, elle limite cette égalité au principe du droit. C'est l'égalité devant la loi. Mais c'est l'égalité devant les impôts. C'est en tout cas là, on voit qu'on peut avoir effectivement un certain nombre de dévoiements aujourd'hui, mais dans les revendications, et d'ailleurs un certain nombre d'émeutes, tout
tout au long de l'Ancien Régime, cette question de l'inégalité a été fortement attaquée par la population. Et les revendications égalitaires, j'ai bien dit égalitaires et pas égalitaristes, et on n'aurait pas forcément le temps, là on partirait sur un autre débat, mais elles sont perceptibles dès les cahiers généraux. Et c'est en ça que la souveraineté sur une population qui est assommée par les impôts, seigneur qui ne paye pas, la noblesse ne paye pas l'impôt au motif qu'elle paye l'impôt du sang. Bon, il se trouve que, je reprends l'exemple de Bouvines, les seigneurs ne sont pas les seuls à se battre derrière le roi de France. C'est-à-dire que non seulement le principe est inégalitaire, mais en plus, dans la réalité des faits, on voit qu'il est contredit et que ça ajoute une forme de violence. Alors, je ne voudrais pas employer des termes marxistes ou politiques, mais une forme d'oppression politique et sociale. Là où, dans le cadre d'une souveraineté démocratique, la loi, pas un homme, le roi, la loi protège le citoyen de l'arbitraire. Et le citoyen a droit à un procès équitable. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas de justice dans l'Ancien Régime. Je pense que la nature du droit, la source du droit, et le résultat n'est pas celui du cadre d'un exercice souverain, avec une séparation stricte des pouvoirs, ce qui n'est pas le cas non plus dans un système féodal. A priori, il n'y a pas de séparation des pouvoirs. Mais quand Louis VI ou Louis VII ont octroyé justement des chartes de franchise aux communes, c'était justement pour les combattre et pour les défendre de cet arbitraire seigneurial et de cette hégémonie du seigneur. Donc cette lutte contre l'arbitraire, il est aussi existant au Moyen-Âge, il est aussi l'affaire du roi, le roi lui-même lutte contre l'arbitraire de ses rivaux ou non d'ailleurs, au profit justement non pas d'une souveraineté, ce serait anachronique et mensonger de le dire, mais en faveur d'un affranchissement et de liberté publique, de véritable liberté publique. Oui, je suis d'accord sur le principe, à ceci près qu'une fois encore, il s'agit des communes, donc c'est-à-dire une part très minoritaire de la population du Royaume de France. Mais je le revendique justement, c'est le but. D'accord. Là où, effectivement, moi je revendique exactement l'inverse. C'est-à-dire que dans le système que je promeus et que je défends, il n'y a pas des citoyens qui sont au-dessus des autres. Je ne parle pas des talents, des compétences. Chacun a des compétences et des talents différentes. Parfois, tu as même des gens qui sont dépourvus de talent. On voit des gens qui veulent faire de la chanson et parfois on se dit qu'il ferait bien de s'abstenir d'eux. Mais cette différence de talent, cette différence de talent n'a pas d'incidence sur l'exercice politique ou devant un juge. Ce qui est intéressant, là encore, dans le cadre de la Révolution, et pour démontrer que nous sommes loin de ce qui a été pensé à l'époque, c'est que, certes, nous sommes toujours avec un principe de séparation des pouvoirs. Mais nous voyons de plus en plus quelque chose qui, de mon point de vue, s'apparente à une pratique d'Ancien Régime, c'est-à-dire le gouvernement des juges, où on voit que les tribunaux et les principes de jurisprudence, en fait, ont tendance à s'arroger un pouvoir qu'elles ne devraient pas avoir. C'est-à-dire que dans un principe véritablement démocratique issu de la Révolution, la justice est rendue au nom du peuple français. Et dans le cadre de l'exercice souverain des citoyens, dans un système républicain issu de la Révolution, toute charge publique est soumise à l'élection, y compris celle du juge. Parce que la question de la souveraineté est forcément liée me semble-t-il, à l'exercice de la justice. Et ce que la Révolution décrète, dès 1790, c'est le principe de l'élection des magistrats. Tous les juges sont élus. Autre point qui est important, alors là il y a une inspiration rousseauiste. Je ne suis pas pleinement rousseauiste, loin de là, mais il y a un certain nombre de choses que dit Rousseau dans lesquelles je me reconnais, notamment liées à la loi qui est émanation de la souveraineté générale. C'est que le juge n'a pas le droit d'interpréter la loi. Le juge, issu de la Révolution,
est la bouche de la loi. Il ne peut pas l'interpréter. Et s'il estime que cette loi est mal faite, ou incomplète, ou amène un dysfonctionnement, il ne peut pas établir une jurisprudence. Il doit solliciter le législateur, qui est élu par le peuple. Donc on est effectivement sur, me semble-t-il, au moins en théorie, la préservation d'un arbitraire qui serait celui du roi ou du seigneur, mais également celui du juge. Oui, non, je suis tout à fait d'accord. Alors, je suis plutôt promoteur d'une souveraineté populaire à l'échelle locale, ce qui induirait justement l'élection des juges. Et ça, je te rejoins, je suis absolument pour. C'est peut-être mon côté justement un peu républicain que j'assume absolument. Mais comme j'ai dit au début, je ne suis pas anti-républicain, je suis contre le régime républicain. Et pour moi, il est tout à fait inconcevable que le peuple n'élise pas ceux qui vont les juger. Donc pour moi, ça paraît évident, l'élection des juges, avec pourquoi pas un veto royal. Ça, ce serait également évident dans une configuration monarchique. Mais il y a la grâce présidentielle. Voilà, c'est ça. Donc c'est cet élément. Voilà, c'est du moins un élément monarchique. Et dans ce cas-là, ce serait quelque chose qui s'articulerait parfaitement, je pense, et qui à la fois légitimerait cette souveraineté provinciale, j'ai envie de dire, et la souveraineté royale, qui à la fois cet exercice local de la démocratie, de l'élection populaire des juges, et ce veto royal qui pourrait restreindre ces prérogatives locales. Alors c'est là effectivement où nos chemins se séparent encore, c'est-à-dire que la démocratie, je ne la limite pas effectivement à l'exercice local. C'est-à-dire que je promeus l'idée de nation, la nation étant entendue, alors, effectivement en France l'État précède la nation, c'est un fait, mais j'entends la nation comme l'assemblée du peuple, l'assemblée des citoyens, et qui décide souverainement des lois et du destin du pays. Et effectivement, je pense que aujourd'hui, la manière dont la justice est rendue est une entame à cette souveraineté nationale. Donc ça, pour moi, c'est un véritable problème. Mais je ne pense pas que revenir au système d'Ancien Régime, au système féodal, soit la manière de pouvoir assurer la justice telle qu'elle devrait être rendue. Je pars du principe qu'au contraire, il faut revenir aux fondamentaux républicains, issus effectivement de la Révolution française, d'autant que même dans le système que tu promeus, où le roi serait effectivement garant de la justice, on se rend compte que la réalité historique le dément. Non pas que les erreurs judiciaires soient absentes de l'histoire républicaine, mais comment dirais-je, le chevalier de la Barre par exemple, il n'a pas été exécuté par l'Église, il a été exécuté par un parlement, le parlement d'Abbeville. Le motif est religieux, certes. Personne ne l'a sauvé. On pourrait parler au XVIIIe siècle encore de l'affaire de Jean Calas, notamment. Donc l'exercice de la justice par les parlements ne s'est pas révélé être quelque chose de concluant du point de vue de ce que nous évoquons. C'est la raison pour laquelle la question de la loi, la question des avocats, la question de l'exercice du droit en respectant la loi, pas en interprétant la loi, et j'insiste là-dessus, me paraît essentiel. D'autant que, au moment de la Révolution, comme je te le disais, même les plus radicaux, à quelques exceptions près, d'un côté, un Brissot, qui défendait plutôt un principe de république que nous qualifierions aujourd'hui de conservatrice, de l'autre, Camille Desmoulins, plutôt un exercice démocratique de cette république. Donc, à quelques exceptions près, le peuple était majoritairement, sinon monarchiste, au moins monarchien. Louis XVI était présenté comme restaurateur des libertés. On pouvait dire, mon Dieu, si le roi savait. Or, nous savons justement que Louis XVI a fait preuve d'une certaine duplicité, et qu'en l'occurrence, lorsqu'il a eu à choisir, il n'a pas choisi les évolutions de la société, alors même qu'il avait été un réformateur. Je ne le conteste pas.
mais il a bien choisi le choix de la contre-révolution. Et contre un peuple qui en attendait de lui. Les antipolitiques écrivent à Louis XVI le 1er février 1792 et sollicitent qu'il éloigne, je cite, pour jamais d'auprès de toi, de lui, ceux dont ils estimaient qu'ils étaient les oppresseurs du peuple. Et le roi n'a pas souscrit favorablement en leur faveur et dans le sens de ce que tu décris. Oui. Alors, tu as parlé de séparation des pouvoirs. C'est très intéressant parce que moi, je défends le modèle politique féodal du Moyen-Âge. Je ne défends pas nécessairement le modèle judiciaire. Je ne défends pas forcément les prévôtés, les sénéchaussées, mais davantage une séparation des pouvoirs, certes, à l'échelle locale, fruit justement de cette souveraineté populaire qui serait à la source d'une véritable séparation des pouvoirs, puisque ce serait elle qui en est à l'origine. Et donc, cette démarche viendrait dans cet effort de rationalisation de la féodalité et justement une justice plus efficiente, plus populaire, j'ai envie de dire, je me risque au terme, mais voilà, plus pragmatique en fin de compte. Alors là, pour le coup, je pense que c'est quelque chose qui est assez unanime aujourd'hui, c'est-à-dire que dans toutes les enquêtes d'opinion qui sont menées et sur l'ensemble du spectre politique, il y a une énorme déficience à l'encontre de l'institution judiciaire. Je dis bien de l'institution judiciaire, pas de la justice, oui. Et pour des raisons très différentes qu'on pourrait développer absolument. Institution centralisée en plus de ça. Oui. Si on prend rien que la Cour de cassation ou le Conseil d'État, Oui, mais là aussi c'est pareil. Est-ce qu'il s'agit véritablement d'institutions issues de la Révolution ? Par exemple, au moment de la Révolution, les démocrates ou les libéraux ne sont pas du tout favorables à l'établissement d'un Sénat, qui était plutôt voulu par Louis XVI et par ceux qu'on appelait les Noirs, par la contre-révolution. Donc la question du Conseil constitutionnel qui passe par-dessus l'Assemblée nationale est quelque chose qui peut être très discutable. C'est-à-dire que toutes les questions qui se posent autour de la Constitution relèvent d'une interprétation, me semble-t-il, qui peut être discutée et qui, à tout le moins, est, me semble-t-il, discutable. Je ne suis pas certain que ça rentre véritablement dans le cadre de l'héritage républicain démocratique. Et c'est important de le préciser. Je pense effectivement que dans l'Ancien Régime, il y a eu des tentatives. J'évoquais les monarchomaques tout à l'heure, qui au XVIe siècle ont essayé d'investir la question des États généraux comme étant, je vais employer un terme anachronique, une forme d'assemblée nationale, qui aurait parlé au nom du peuple et qui aurait représenté les intérêts du peuple, et notamment face aux tentatives absolutistes de la couronne. Force est de constater que ça n'a pas fonctionné. Et que c'est aussi ce qui a sabordé la monarchie en France et qui a permis la victoire de la République. Je parle de la victoire plus que du triomphe parce que la République s'installe durablement à la fin du XIXe siècle et dans un contexte qui était très difficile. Mais la monarchie anglaise, par exemple, qui est souvent regardée avec beaucoup de suspicion, voire de sarcasme, par les royalistes français, a proposé un modèle monarchiste qui a réussi, puisque les Anglais, même s'il a existé des clubs radicaux républicains anglais au XVIIIe siècle, qu'il existe encore quelques républicains aujourd'hui, les Anglais ont une expérience de la monarchie, de la République, qui fut celle d'une dictature militaire, celle de Cromwell, et je ne suis pas certain qu'il y ait une majorité d'Anglais qui veuillent revenir à la République. Mais parce que justement, la monarchie constitutionnelle anglaise est en elle-même une république. Elle est parlementaire, elle est constitutionnelle, c'est une république. Donc il n'y a aucun besoin d'être républicain en Angleterre. Absolument, et en ça, c'est l'analyse de Montesquieu. C'est-à-dire que la République se cache sous les formes de la monarchie. C'est le gouvernement mixte. Absolument, et au XVIIIe siècle, il est vrai qu'on reconnaît que la monarchie anglaise, en fait, peut être considérée comme une république. Et
c'est quelque chose effectivement qui s'entend. À l'inverse, justement parce qu'en France, l'expérience de la monarchie, l'expérience vécue, le souvenir qu'on en a, n'est pas celui de celle du partage du pouvoir, qui a été une tentative sincère. Même quelqu'un comme Robespierre, en 1791, après la fuite avortée à Varennes, ne prend pas le parti de la République. Il reste encore, comme beaucoup de révolutionnaires, attaché à la monarchie. C'est-à-dire que, me semble-t-il, la France a été au bout de ce qu'elle pouvait dans la tentative de constitutionnalisation de la monarchie. Et c'est ce qui a notamment permis l'implantation de la République. Tant et si bien qu'aujourd'hui, dans le cadre de l'exercice d'une souveraineté nationale, de nature démocratique, je ne suis pas certain, je suis même certain du contraire, qu'il y ait une majorité de Français qui puissent se rendre à la velléité de rétablir la monarchie. J'ai bien conscience qu'il y a des groupes monarchistes en France et qui sont de plus en plus puissants, mais je pense que ça reste encore quelque chose de minoritaire parce que la monarchie en France n'a pas réussi à se réformer véritablement, qu'elle n'a pas réussi à envisager la démocratie et que cette mission-là, elle a été investie avec succès, me semble-t-il, par la Troisième République, y compris jusqu'à une certaine période de la Cinquième. Je mets de côté les instabilités de la Quatrième, et qu'aujourd'hui, nous sommes dans me semble-t-il, une dérive monarchique de l'exercice républicain en France, et pas véritablement dans une république, et en tout cas pas dans un exercice démocratique de la République française. Alors la monarchie a tenté de se réformer sous la Restauration, puis sous la monarchie de Juillet. Dans le préambule de la charte de 1814, il est fait mention de Louis VI et de l'affranchissement des communes. Donc cette référence au mouvement communal et à cette autonomie, cet affranchissement des communes, qui, je le rappelle, la charte, donc charte constitutionnelle y fait référence, parce que le roi, ou par l'action justement des notables, il y a eu l'octroi ou la création de chartes de franchise qui sont le premier constitutionnalisme français. Donc une monarchie traditionnelle qui ne soit en rien constitutionnelle peut voir ses provinces, ces communes dotées de constitutions. Par exemple, sous l'Ancien Régime, la constitution provençale, qui a perduré et qui était souvent mobilisée par Portalis et par Mirabeau. Enfin, l'un des deux, ou les deux, je ne me rappelle plus. Portalis surtout. Oui, ça doit être ça. Et donc, il n'y a pas d'antagonisme, il n'y a pas d'incompatibilité entre entre les constitutions provençales et un régime monarchique traditionnel, Oui. Tandis qu'une monarchie constitutionnelle ne peut pas par conséquent permettre à ces provinces d'adopter une constitution et donc lui enlève par son centralisme des prérogatives démocratiques. Oui, alors j'entends ce que tu dis, mais on peut ne pas avoir un pouvoir ultra étatiste et ultra centralisé et comment dirais-je, des constitutions locales. C'est-à-dire que il y a un équilibre la question qui se pose, c'est toujours celle du pourquoi. C'est-à-dire que si on est attaché à l'idée de la nation et du peuple, de la communauté de destin en fait, et du peuple qui peut avoir des intérêts, et qui a même des intérêts convergents et une destinée commune, quel que soit l'endroit du territoire dans lequel il vit, l'idée de mettre en place des constitutions provinciales, comme ça a pu exister effectivement dans l'Ancien Régime, entame nécessairement, en fait, fait avorter, met à bas le principe même de nation, ou d'unité nationale. Mais l'unité nationale, ça ne veut pas forcément dire l'uniformisation. Si je rentre dans du très pratique, du très pratico-pratique, il est évident que les
les besoins, par exemple, de formation ou les politiques d'emploi, parce que ça compte, qui peuvent être celles de notre région, ne sont pas nécessairement les mêmes que ce qui pourrait être souhaité par les Alsaciens, mais pour des raisons qui sont pratico-pratiques. Je prends le cas de l'Alsace et de la Lorraine. L'Alsace est le département mosellan. Le concordat est toujours en place. Donc ça, c'est évidemment une entame au principe républicain, c'est-à-dire qu'on voit effectivement qu'il y a des lois qui sont même en confrontation de part et d'autre. Je finirai sur l'exemple que tu donnes de Portalis, qui effectivement était provincialiste et qui, dans un premier temps, a vu la Révolution comme un élément favorable parce qu'elle permettait, le pensait-il, le croyait-il, de revenir à une forme de décentralisation par rapport à ce qu'avait opéré l'absolutisme bourguignon. Bon, il se trouve que les premiers révolutionnaires condamnent ce qu'ils appellent le despotisme parlementaire et que Portalis a été exécuté suite à une insurrection populaire. En tout cas, j'attendais avec beaucoup d'enthousiasme notre échange. De même. Et j'étais ravi de pouvoir débattre avec toi, de confronter nos idées avec conviction et beaucoup de respect. Tout à fait, plaisir partagé, écoute. Débat, sujet très intéressant, on a pu échanger, d'accord sur certains points, en désaccord sur d'autres. Peut-être pas la majorité, mais au moins on a trouvé certaines idées de consensus, certains points d'accord. Et ça nous a pu nous permettre de dévoiler nos visions Absolument. Pour un idéal de régime politique qui soit républicain, monarchique. Donc à la prochaine disputation. Voilà, tout à fait. Au plaisir. Partagé.